Alors là, le portrait de Balthazar Castiglione, qui est au Louvre et qui est une peinture de Raphaël, a été restauré, mais il a eu simplement un allègement de vernis et il est dit qu'il a gardé une partie du vernis, du premier vernis. C'est difficile de parler d'un vernis original. Et cette peinture, elle a la particularité de beaucoup marquer les personnes qui la regardent au Louvre. Elle est dans la grande galerie parce que c'est un portrait où la personne paraît très présente, elle est vivante, elle nous regarde. Balthazar Castiglione a de magnifiques yeux bleus, mais vous ressentez quelque chose qui est la spécificité de la peinture occidentale, c'est-à-dire que cet être, il n'y a pas de décor autour de lui, mais malgré tout, la modulation, vous voyez, de la lumière qui passe derrière lui et l'ombre projetée qu'il y a derrière, fait déjà qu'il est inscrit dans de l'air, dans de l'espace. Et la deuxième chose, c'est que vous voyez que son corps est en volume. Euh, Tout à l'heure, quand on avait le Saint-Pierre de l'hypomémie, le fond d'or enlève cette idée d'espace et le personnage paraît assez détouré. Et regardez simplement la toque. Vous voyez que la lumière arrive de la gauche, elle touche la toque et vous voyez que la toque est en volume. Et par contre, quand vous arrivez sur la droite, elle est comme une silhouette découpée. On a beaucoup moins la perception de son volume parce que là, cette fois-ci, la lumière la découpe de façon précise, ainsi que le dos de son vêtement. Et toute la modulation des petits traits de pinceau qui donnent la fourrure, là aussi font des jeux de passage de lumière qui sont extrêmement subtils et qui vont créer un aspect aérien pour la fourrure, alors que le reste est décrit comme un vêtement, une chemise de lin ou chaque fois la matière. Alors, dans cette peinture, il y a la conquête de la matière. Il y a la conquête du réalisme, c'est un portrait, mais il y a aussi la conquête, entre guillemets, de la troisième dimension, avec le principe du nombre légère, l'ombre portée par rapport à un certain degré d'éclairement. Ça, les gens à l'époque, c'est comme une grammaire absolue. Ils savent qu'une lumière donne une certaine ombre. Ils le savent parce qu'ils n'ont pas de montre et que continuellement, ils voient le chemin du soleil. Donc, c'est un savoir ressenti, mais là aussi, la donnée nouvelle, c'est qu'on peint pas simplement la matière, l'être, etc., mais on peint l'air autour. Donc, toucher à cette dimension-là peut déséquilibrer et vider l'air qui se trouve dans le tableau. On remet. Euh, je voulais faire un tout petit dessin pour démontrer à quel point euh, le jaune était l'une des choses les plus difficiles à rendre. Et donc, j'ai pris un papier craft normal, une craie normale, etc. Quand je la vois, elle est comme ça. Quand je la photographie au iPhone, elle est comme ça, elle est bleue. Donc, c'est-à-dire que pour retrouver cette donnée globale d'enregistrement, il faut faire tout un travail pour rejoindre la réalité. Donc, on voit les gens dans les musées qui bombardent, qui photographient à une chose, une chose, une chose. J'en vois rarement les gens s'arrêter et voir qu'ils ont des fonctions de correction dans un iPhone ou autre, et que toutes ces possibilités
devrait être en fonction de rendre hommage à l'original. C'est-à-dire, le certifié conforme n'est plus une exigence d'aujourd'hui. Alors, oui, tu peux peut-être prendre. Alors, je pique le papier peint, justement sur ces principes de couleur. Quand Braque et Picasso, là c'est un Picasso, ont travaillé sur les papiers peints, ils ont très souvent utilisé des papiers qu'ils ont jaunis pour leur donner l'aspect déjà assez vieux. Et on sait par exemple que, vous voyez, vous avez du papier peint découpé, vous avez 2 morceaux, il ne bouge pas. Et le journal, bon, le papier peint de là, la donnée colorée, c'est des pigments, de la colle, c'est fixé, c'est un papier peint pour lessivable. Mais on fait allusion au journal et ils savaient, par l'expérience du journal, ils ne sont pas la première génération, que le papier journal va foncer. Donc, ils anticipent l'idée du vieillissement par des bains, le café, le thé, le chocolat, je ne sais pas quoi, et pour avoir la teinte qui va, comme ils la mettent en amont, les rayons du soleil vont décolorer peut-être, mais vont pas continuer le processus, enfin relativement, mais ça c'est un équilibre entre la lumière qui décolore et l'oxydation qui donne des jaunes au papier journal. Donc, il y a une interaction là aérienne par des allusions de traits, il y a des allusions réalistes du concret, de la moulure, des évocations, et le principe à la fois pour le vieux et le jour. Donc, il y a un travail nouveau à cette époque de la simultanéité. Il rajoute la temporalité à l'espace. Donc, pas appuyer, si. Alors, on rit parce que à l'heure actuelle, on a les papiers aussi qui jaunissent. Vous avez peut-être dans vos bibliothèques des livres dont les papiers ont jauni, ça dépend de leur qualité. On utilise à l'heure actuelle du papier de plus en plus blanc, hein, et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'ils vont vieillir. Et là, on s'est amusé à vous mettre bon, les nouvelles générations de mouchoirs, qui coûtent d'ailleurs plus cher que les mouchoirs en papier blanc, mais qui font écolo, qui font plus naturel, plus écologique. On ne sait pas s'il y a moins de produits chimiques, hein, mais qui donnent cet aspect. Donc, on est toujours pris en balance entre le blanc qui aurait peut-être le blanc pur qui aurait une signification de pureté, de propreté, d'hygiène, et puis maintenant de teinter un peu ces papiers, ce sont de simples mouchoirs jetables, pour leur donner un côté plus naturel. Donc il y a toujours cette balance à prendre en compte. Et on se pose la question, est-ce que l'on aime le jaune ou pas? Alors, le problème de toutes les images que l'on passe, c'est que par rapport à l'image originale, le fait de les photographier, de les travailler, de les mettre sur des écrans, on n'a jamais exactement le même rendu. Et le problème est toujours un problème de calibrage. Et on a de moins en moins maintenant la référence à cette... alors, à droite, vous avez la charte Kodak qui était utilisée pour la reproduction en photo d'art. C'est-à-dire que la discipline des photographes d'art avant, c'était de savoir être exactement au milieu du tableau parce qu'on ne pouvait pas récupérer le trapèze s'il y avait une fuite, de savoir éclairer
sans qu'il y ait des reflets qui impactent la réalité. Et puis, on avait des hectachromes avec une gestion derrière pour l'impression. Et donc, il y avait la nécessité, dans l'hectachrome qui était la référence, d'avoir un élément, un diapason sur lequel l'imprimeur allait pouvoir travailler au niveau de l'ancrage pour essayer de retrouver les équilibres. Là, à droite, c'est mon réglage du monitor. Je préfère travailler avec un écran plutôt chaud que trop froid. S'il est très froid, il y a plus de lumière, il y a plus d'usure de la lumière, et donc le matériel va vers une obsolescence plus rapide. Là-dessus arrive le principe que reproduire le jaune, vous avez vu, il y avait un vrai problème, mais derrière un tableau ou autour d'un tableau, il y a une zone de transition. Ce sont les cadres. Le cadre était doré puisque souvent les tableaux étaient dans cette école-là. On peut voir un peu plus le détail, mais globalement, les tableaux à cette époque ont une tendance dorée dès la création. Alors, par exemple, vous avez en haut Thomas Couture, c'est au musée d'Orsay. Le tableau a été nettoyé abondamment avant l'arrivée au musée d'Orsay. Il n'est plus du tout jaune, hein. Il est gris, gris taupe. Là, vous avez un des enjeux qui est le Géricault. Vous reconnaissez un certain nombre de tableaux. On est dans la salle des États. Alors, pour ceux qui connaissent le Louvre, c'est la salle où il y a la Joconde à l'heure actuelle, qu'on appelle la salle des États. Et vous voyez, le décor a été complètement changé. On est en 1920. À cette époque-là, c'était encore tout le décor du 19e siècle. Et vous remarquez que les murs étaient rouges. Et au Louvre, on a encore des salles avec des fonds de murs rouges. À l'heure actuelle, cette salle, elle est maintenant bleu nuit. Et les cadres d'or, c'est une mode italienne. Les cadres des pays du Nord, des Néerlandais, ce sont des cadres en bois, couleur bois plus ou moins foncé, et même, oui, des cadres en ébène. Mais vous voyez qu'il y a des tableaux avec des tendances chaudes, comme le radeau de la Méduse ou le Sardanapale. Et par contre, l'Ingres, dont vous avez ici deux portraits, je trouve que c'est très drôle, l'accrochage, ils sont plus froids, ils sont plus en vernis nordique, en transparent. Le tableau est cru. Là aussi, on a... Vous avez vu comment sont posés les tableaux les uns par rapport aux autres, hein. Il faut laisser le moins d'espace possible. C'est pas du tout la même... Attends, je prends... Alors, ce cliché-là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les autochromes de la collection d'Albert Kahn. Les autochromes, c'est une invention des frères Lumière. Ce sont des plaques de verre, c'est entre deux plaques de verre. C'est de la fécule de pomme de terre qui fixe les couleurs. Ce sont des petites plaques, hein, elles font 9 sur 12, mais elles sont assez extraordinaires comme témoignage, hein. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de les renumériser. Et vous voyez que le parquet, là, paraît très clair. Et ça, c'est la couleur du parquet dans la grande galerie. En fait, le parquet, il était comme ça, hein. Le cliché est un petit peu froid, hein. Donc, il faut imaginer, si on a ça comme référence pour le sol, d'ailleurs, donc, on a des clichés, c'est assez étonnant. Ils ont été parfaitement conservés, hors éclairage.
on a un témoignage conforme de l'état de l'époque. C'est très émouvant. Très émouvant parce qu'ils sont d'une qualité. Certains sont abîmés, ont subi un peu d'eau, mais alors, beaucoup sont impeccables. C'est le principe. Alors, globalement, on peut dire qu'il y a deux écoles. Mais les peintres peuvent être dans une école et dans une autre au cours. Oui. Globalement, il y a deux écoles. Il y a l'école dite coloriste, avec le principe ambré, qui est le vernis le plus accentué, ou l'autre dimension qui est l'école du Nord. Comme ils ont une lumière froide, il n'y a pas la nécessité de faire des couchers de soleil extraordinaires, etc. C'est des couchers de soleil rouges et pas les couchers de soleil jaunes qu'on a pu voir à Venise, par exemple. Et donc, globalement, on peut dire, mais que les Carpaccio, Giorgione, Titien, etc., sont coloristes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Coloriste, ça veut dire qu'on a le projet de la couleur comme nécessaire, ultime. Et de l'autre côté, c'est, entre guillemets, une école plus réaliste. On a des tableaux qui sont faits pour, par exemple, l'essor de la peinture dans le Nord, c'est lié aux marchands, comment dire? Oui, aujourd'hui, si vous voulez avoir un statut social, vous achetez un grand écran, vous achetez autrefois, pour le statut social, il y avait le petit tableau. Donc, c'est développé dans les écoles du Nord le principe que le tableau étant sur un portatif, c'est une dimension petite, qui peut être changée, un commerce s'établit. Par contre, de l'autre côté, on va faire des grands tableaux, le plus grand possible, et souvent des ensembles, etc. Ce sont aussi les banquiers, mais des banquiers qui aident les artistes, mais qui, en même temps, ont des bateaux, vont chercher des résines, etc. Donc, on est sur une dimension plus exotique, plus colorée par le climat. Et donc, on arrive à avoir deux écoles de peinture avec, il y a Venise, il y a le nord de l'Italie, ça se refroidit vers Milan, il y a plus de peinture froide dans la dimension du nord de l'Italie. Dans la région de Florence, on est là, c'est un tableau, je suis pas, enfin, on ne sait pas trop comment l'attribuer. Moi, je lui trouve des qualités vénitiennes, mais en même temps, il est probablement florentin. Et en même temps, on pourrait dire c'est un Giorgione, et puis en même temps, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la signature ou l'authentification, etc. Mais par contre, vous voyez bien qu'il y a deux carnations. Il y a un brun avec un visage plutôt hâlé. Et de l'autre côté, un roux avec un visage plus clair. Après, sur le côté, il y a la montagne, et de l'autre côté, l'ouverture vers des lointains mystérieux derrière un arbre. Donc, il y a à la fois des tempéraments, des couleurs, des carnations, et un choix où la lumière blanche est ressentie comme blanche en raison du contexte. Si je mets à côté un papier blanc, ça va vous paraître jaune. Par contre, la lumière là-bas va vous paraître de l'espace et pas de la peinture.
Donc, il y a un vrai travail d'interaction. Le cadre est magnifique aussi parce qu'il fait le lien entre le brun et l'or. On voit cette dimension. Alors justement, c'est pas une opposition, ce sont des choix de couleurs. Alors, esthétique, vous avez un Véronèse qui est à Berlin et qui a une coloration, on peut dire, extrêmement chaude, ambrée. C'est une femme qui porte une coupe de fruits. Et ensuite, en face, vous avez la Marie-Madeleine de van der Weyden qui est au Louvre et où vous avez les vernis incolores des écoles du Nord. Alors là, il y a des principes, il y a des traditions et on essaye de savoir. Étienne et moi, nous n'avons aucun appareil de mesure. Moi, je suis une historienne de l'art. Je travaille sur les œuvres en fonction surtout de mon regard et puis de tout ce que je peux collecter comme information. Et Étienne est un artiste, donc lui, il manipule la couleur, les matières, il invente, il parcourt, mais nous n'avons pas de renseignements de la composition et de ces recherches que certains d'entre vous ont entrepris et continuent. Mais en même temps, je pense qu'il est important, de notre point de vue, de regarder ces œuvres et d'essayer de comprendre les différences et aussi les goûts et de voir comment, à l'heure actuelle, on peut leur donner existence. Vous voyez, là, nous sommes dans un tableau qui est ce qu'on appelle l'école de Fontainebleau. On est à la deuxième école de Fontainebleau. On est à l'époque de Henri IV. Et là, vous avez un tableau assez célèbre que les étrangers disent typiquement français, hein, pas à cause du sujet. J'aime bien quand on le présente, ils disent typiquement français, surtout chez les Américains. Et en réalité, ce sont deux sœurs qui sont dans la même baignoire. On a invité ses amis et les membres de sa famille à prendre le même bain, mais c'est un peu le même sujet que les visages des deux hommes. Là, ce sont deux femmes. Bon, elles sont beaucoup plus dénudées, mais vous remarquez, c'est très drôle, avec le passage du soleil, on a des variations, que celle de droite, qui est Gabrielle d'Estrée, la maîtresse de Henri IV, est blonde. Elle a une carnation de blonde. Sa sœur est brune. Elle a une carnation de brune. Et là, la peinture à l'huile permet ce jeu de carnation. Ce tableau est très bizarre. Il a une histoire. Peintre anonyme, c'est très pratique finalement. C'est quand un peintre est anonyme, on peut dire beaucoup de choses. C'est un tableau qui est inachevé. Toute la partie centrale est inachevée. Et ensuite, tu me le remets. Bon. Et donc, bon, plouf, la partie centrale est donc inachevée et on sait qu'il a été laissé comme ça. Donc, il n'a pas eu de vernis, il n'a pas vécu une vie normale de tableau. Et c'est un des tableaux que l'on considère comme les plus frais. Là, on retourne vers l'Italie, vers le Pérugin qui était le maître de Raphaël. Et vous avez un sujet avec Apollon et un jeune berger qu'on appelle Daphne. Avant, on disait que c'était Apollon et Marsyas. Et vous voyez l'importance du cadre doré, de cette apparence métallique autour de ce tableau qui est très petit. Il est, j'ai plus la taille exacte, mais c'est un tableau assez petit, avec un premier plan dans lequel vous avez une tonalité assez chaude, et puis ensuite, vous voyez cette profondeur de paysage qui va rejoindre l'horizon dans un bleuté. On est là donc dans une volonté. Oui. Alors, il y a un cadre d'or. Donc, ça va donner le principe d'une incarnation dans des chairs, l'une plus dorée, l'autre un peu plus brune. Mais regardez, au-dessus, il y a des oiseaux. Donc, il faut qu'il y ait de l'air pour que les oiseaux tiennent. Vous remarquerez que le type de craquelure des corps et du ciel ne sont pas pareils. Alors,
forcément, dans le blanc, il peut y avoir oui, une interaction avec le maigre et le dur, le mou. Et donc, il peut y avoir par couche des degrés de cicativité différents, d'où ce type de craquelure. Mais le corps, lui, il est fluide et les craquelures sont un des éléments constructeurs pour nous aujourd'hui. Ce qu'on appelle la patine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'associe au travail initial du peintre. Le peintre ayant désiré travailler comme la nature le rejoint et fait mûrir le tableau. Donc cette interaction qui est une complexité supérieure que le simple moment originel de la fabrication et de la transmission, c'est un des éléments complexes intéressants. Là, tu as voulu associer, c'est Étienne qui a fabriqué ce morceau du PowerPoint, entre le fait qu'il y a un horizon qui s'ouvre. Ça, c'est un portulan, il n'est pas véritablement de la même époque que le tableau, mais c'est pour dire que le monde s'ouvre et l'Occident cherche à représenter justement cette évasion. Ça avait été déjà un essai dans la Grèce antique à partir du 5e siècle. Et puis, chez les Romains, on donnait des paysages avec des lointains. Et puis, le christianisme a bousculé cette tradition. On était revenu à quelque chose avec un aplat. Et là, c'est cette reconquête de l'espace qui est important. Alors, attends, 2 secondes. Cette époque de l'invention de la peinture qui est faite pour capter le réel, capter ce qui est autour de réel et l'air, invente ce qu'on appelle la perspective linéaire. Mais la perspective linéaire va servir quoi? Aux cartes marines. L'orientation avec le soleil permet de se reconnaître. Donc, le même désir spatial existe dans cette peinture que dans le cœur des marins ou des mécènes ou armateurs qui vont acquérir. Donc, l'œuvre, on se trouve devant des... là, quand on voit le tableau, on voit l'espace, l'air, le lointain, la possibilité de franchir un pont, d'aller encore au-delà. Donc, on se trouve devant une volonté de s'étendre et d'aller au loin. Ce sont les mêmes soucis évoqués ici. Alors là, on est toujours, on va vous passer quelques tableaux avec le problème justement de la reproduction de l'œuvre. C'est-à-dire à quelle image peut-on se fier? Il y a le fait d'aller dans le musée, de voir l'œuvre en direct. Là aussi, on a des mutations en fonction de la lumière et des éclairages. Et souvent, une œuvre, on la redécouvre au moment d'une exposition temporaire parce qu'elle va déménager, elle va être sous une autre lumière. Et ici, bon, c'est donc le cliché d'Étienne. Et sur le côté, c'est les clichés récents que l'on trouve au Louvre et dans lesquels il y a une coloration un peu... Le cliché à gauche est fait en prenant la photo sur place et en la réglant optiquement avec l'outil iPhone et après transposer encore une autre traduction sur mon ordinateur qui a encore d'autres fonctions. Et donc, entre la mémoire, la trace relative sur l'image réglée sur place, ça me donne ça. Ça, c'est la communication du musée. Donc, on se pose toujours la question, finalement, quelle est la vérité? Et
va pas véritablement devant les œuvres, on se fait une idée à partir des reproductions. Souvent, à l'école du Louvre, avec les étudiants, je leur dis, bah, faites l'exercice, demandez une œuvre et regardez avec les images la multiplicité des exemples qui vous sont proposés. Et vous pouvez vous poser la question de quel est le vrai, quel est le faux. Et on a mis la mise au tombeau du Titien, que l'on ne peut plus photographier parce qu'elle est partie, je pense, vers le C2RMF et peut-être une restauration. Et c'est un tableau qui, toutes ces dernières années, était mis dans un coin et très mal éclairé. On avait du mal à le voir, donc du mal aussi à le prendre en photo. Et les reproductions que l'on a, elles sont toutes assez approximatives et abominables. Et on n'a pas de référence. Alors, là, en fait, j'ai pris ce cliché, je l'ai retravaillé parce que j'avais pas eu la possibilité d'être devant chez d'autres. Mais pour le PowerPoint, je suis reparti de à peu près l'idée dont j'ai trace. Voilà mon réglage. Voilà le réglage, c'est la même. Et le jaune, vous voyez les corrections à la fois sur les courbes, puis après par sélection de couleurs, etc. Enfin, je ne vais pas montrer tout dans le détail, mais globalement, c'est une énorme correction. Et en fait, on arrive à un jaune cyanosé qui nous fait pas, c'est pas agréable. Donc, derrière, imaginez un imprimeur. Il voit arriver un cliché comme ça. Alors, il demande à l'impression de corriger. Et puis peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Alors après, il y a un goût pour peut-être aller vers quelque chose de plus clair, de mieux reproductible. C'est une des hypothèses de travail qui doit exister. Alors, là, j'ai photographié le principe de ce jaune qui est plus ou moins sympathique, qui peut être cyanosé, horrible, un truc qui est maléfique. Alors que c'est un moment de bascule, là, c'est le moment où le cyclamen perd ses feuilles et elle se disloque, etc. Donc, toute cette idée de mutation négative, on l'a devant certains jaunes. On va faire pipi, c'est jaune, c'est pas sympa. On a un livre blanc, il est devenu jaune. On a la cataracte, ça devient jaune. Donc il y a un processus naturel qui tend vers le jaune, mais il peut être plus ou moins sublimé. Quand c'est un travail de coloriste, on arrive à compenser une tendance ou même le mettre comme les cubistes, d'anticiper une couleur en la mettant déjà. Donc le degré de vieillissement est relatif et c'est une interaction entre l'oxydation, la lumière. Le vernis doit être vu dans sa transparence colorée et pas dans son absolue froideur. Alors, donc là, on va parler justement de ces questions qui restent toujours en suspens. Et ici, vous avez, il a laissé le cyclamen parce que ce sont ces tons jaunes. Ça, c'est un détail du tableau de Sardanapale. Et ces fameuses fenêtres d'allègement qui sont faites sur les tableaux. Et toujours cet aspect très particulier parce qu'on se pose la question au moment où on fait le cliché de cette fenêtre d'allègement. Vous voyez, là, c'est le tableau avant dévernissage et ensuite, vous avez le détail ici qui est déverni.
Et les deux questions qui se posent, c'est quand le photographe fait cette photo, quelle est la lumière qui est utilisée? Ensuite, il y a une autre question, quel est le degré d'enlèvement des vernis? Est-ce qu'il y avait une couche, deux couches, trois couches? Est-ce qu'il en est resté dessus? On n'a pas les renseignements quand on lit les rapports. Et le contraste effectivement très important qui est donné par la différence entre la partie des vernis et l'autre, et cette impression du vernis que l'on nous restitue comme étant une matière sale, une matière qui vieillit mal. Si vous êtes éclairé à la bougie, il y a un climat doré, le jaune d'une chose ne paraîtra pas jaune. Vous êtes habité par un climat doré. Le jaune est ressenti comme une lumière plus ou moins claire. Si vous prenez une tablette de chocolat, vous l'éclairez à un très fort taux de luminosité, oui, vous pouvez faire que le chocolat devienne l'aspect d'une orange. Donc là, l'interrogation, c'est est-ce que la couleur était bonne, la couleur de la lumière, l'éclairement, pour renforcer ce morceau-là, moi, ça me paraît un peu bizarre. Effectivement, si le tableau était comme ça, cyanosé comme ça, je pense qu'il fallait intervenir. Mais après, il y a la saison d'après, quoi. Donc, je ne sais pas. Le jaune printanier est sympathique. Le jaune automnal et surtout un niveau de survie. Bon. Ce détail a été pris donc dans le journal Grande Galerie, là, le journal du Louvre, qui a été publié après le retour de la mort de Sardanapale de Delacroix. Et ce cliché est un des clichés qui est mis dans l'article pour justement nous faire comprendre l'allègement qui a été fait. C'est toujours très, comment dire, assez violent comme contraste. Et la question que l'on peut se poser, c'est finalement comment connaît-on les vernis? Comment nous, on ne sait pas répondre. Peut-être que Gaël va nous répondre cet après-midi. Mais quels sont, ou bien Madi Elias, si vous pouvez répondre aussi sur ces questions, c'est comment connaît-on ces couches de vernis? On nous dit qu'il y en avait entre 8 et 10, par exemple, qui ont été enlevées. Et cette stratigraphie, comment est-ce qu'on peut la connaître? Est-ce qu'on peut dater chacune de ces couches? Hein, vous dites non a priori. Et finalement, la restauration virtuelle que vous avez faite, tu me laisses finir, Étienne, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, mais ça, on a l'habitude, on se marche avec lui. C'est le principe de est-ce qu'on peut dater chacune des couches? Nous, on a vu dans les années 86 le revernissage de tous les tableaux des salles Moliens. Ils ont eu 3 couches en public, échafaudage, et ça a été badigeonné. Ils ont eu 2 à 3 couches. Donc, on se pose la question, est-ce que ces couches-là, bon, qu'ils veuillent les enlever, d'accord, mais après, est-ce que l'on peut dater chacun des feuillets, si je puis dire, et est-ce qu'on peut analyser de quoi est-ce qu'ils sont faits? Voilà une des questions que l'on se pose. Et la deuxième chose qui nous fait un peu quand même réagir, c'est que c'est irréversible. C'est-à-dire que si le dévernissage est allé trop loin, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire. Alors, attends. L'école, les amincir n'offre aucun gain esthétique notable. En fait, autrefois, il y a eu la polémique autour de dite querelle des vernis. C'est au début dans les années 40, ça naît déjà à ce moment-là. Il y a l'affrontement de 2 écoles. L'école anglo-saxonne qui dévernit et l'école du Nord qui essaye de ne pas dévernir. L'école française
invente un concept et une réalité nouvelle qui est celle de l'amincissement du vernis superficiel en laissant toujours une pellicule entre la peinture et, entre guillemets, le vernis. Dans cette pellicule d'épaisseur qu'il faudrait pouvoir estimer, en fait, les amincissements autrefois étaient dans l'idée de ne jamais toucher le vernis original et de préserver dans le vernis original les glacis. C'est-à-dire, le glacis se définit, c'est beaucoup de résine, de vernis et très peu de pigments. Mais on peut dire aussi que un vernis jaune posé inégalement a un rôle de glacis modulateur. C'est-à-dire que la phase finale du peintre est très importante dans le vernissement. Le vernissage, c'est un mot extraordinaire hein, qui amène les foules. Il y avait toute une mythologie aussi derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment de peinture, il y a un moment de nécessité que la peinture s'apaise. Il arrive une nécessité autre que pendant ce laps de temps, on ait besoin de présenter aussi le tableau. Il est arrivé, c'est une chose à documenter mieux, mais j'ai lu des choses autour de l'idée de ce qu'on appelait le jus musée. Et il est arrivé aussi, j'ai connu des gens qui, pour présenter le tableau de manière provisoire, puisque le tableau doit être verni après au moins un an de calme, puisque l'oxydation et les différents facteurs de séchage et d'organisation entre les couches se stabilisent au bout d'un an. Il y a déjà une première phase de calme. La seconde phase de calme, c'est autour de 100 ans. Au bout de 100 ans, un tableau, s'il a vieilli bien, il tient. S'il ne vieillit pas bien, au bout de 100 ans, c'est sûr qu'il y a plein de restaurations. Alors, là, l'idée, c'est, dans le cas d'une présentation, de poser, par exemple, un jus de gomme, de blanc d'œuf, de le teinter déjà, souvent, pour avoir déjà l'aspect doré. Après, il est retiré et après, on pose un vernis définitif qui est plus ou moins modulé. J'ai lu je n'ai pas eu le temps de vous, que Dürer, par exemple, tenait beaucoup à ce que ce soit lui qui pose le dernier vernis, que donc c'était comme probablement aussi, on ne sait pas comment il était fait, c'était un mystère. Et les vernis, certains vernis de Dürer étaient blancs et ne bougeaient quasiment pas. D'autres, il y a des choix pour les autoportraits comme ça, où au contraire, c'est la dimension coloriste vénitienne qui est mise dès le départ. Donc on est devant une complexité esthétique très subtile et je pense que les phrases-là sont un peu simples par rapport à ce qui peut se passer. Alors le résultat, il faut quand même voir. Hein. C'est-à-dire que le tableau en 2023, c'est ça. Et la copie qu'a faite Delacroix de son tableau à Philadelphie. Quand Delacroix fait son tableau, on est en 1827 et il pensait le vendre, enfin que l'État allait l'acheter et que ça ferait partie des collections nationales. Et puis, ça a été un flop. Il s'est retrouvé avec le tableau. Et ce n'est qu'en 1849 qu'un anglo-saxon achète le tableau. Et à ce moment-là, il s'est dit, ben, je vais garder le souvenir de ce tableau et
il en a fait une copie modèle réduit et qui est à l'heure actuelle à Philadelphie. Et c'est celle que vous avez là-haut. J'avoue que je me dis, j'aimerais bien aller à Philadelphie pour aller la voir. Et puis, au musée de la Croix, il y a une autre copie, qu'on a dit la copie de Villot, et qui est la copie de ce tableau-là. Vous voyez? Donc, c'est intéressant parce que vous avez parfois des tableaux en modèle réduit qui peuvent être la copie du peintre pour garder le souvenir d'un tableau. Alors, Delacroix et les artistes considèrent que la mort de Sardanapale, c'est une des compositions les plus excellentes et plus extraordinaires qu'on ait jamais créées. C'est à la fois dans l'élan de vie, dans l'élan de mort, dans la position géométrique, etc. Alors, quand on fait un chef-d'œuvre, on a quand même envie de le communiquer. Donc, à l'époque, il arrivait que les peintres fassent une esquisse de leur propre œuvre pour la transmettre au graveur qui, lui, va véhiculer l'idée du tableau. Donc, dans ce cas-là, Delacroix fait comme il ferait une ébauche, mais devant le tableau final, en essayant telle ou telle propriété, peut-être même le bâtiment est un peu différent, etc. Donc, il se trouve avec une volonté de cristalliser, transmettre son chef-d'œuvre qui va être recopié par Villot pour avoir le bon rapport avec Delacroix. Alors, il faut dire que Villot, et Delacroix, il y a des problèmes hein, quand même. Villot est un des premiers conservateurs du Louvre, poussé par les peintres, comme il pratique un peu assez bien la peinture. Mais l'anecdote veut aussi que la femme de Villot est la maîtresse de Delacroix. Donc ça n'arrange pas forcément tous les rapports. Et Delacroix, finalement, va être très critique de Villot quand il voudra entreprendre certaines restaurations, entre autres des Noces de Cana. Voilà. Donc, on est toujours devant ces questions de qu'est-ce que l'original, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est donné. Alors, là-haut, vous avez l'autochrome du tableau de Sardanapale, qui est donc très, très bien conservé donc, au musée Albert Kahn. Juste, c'est intéressant, le tableau 1827, l'autochrome 1921 et nous sommes en 2024. Vous voyez, c'est à peu près un siècle à chaque fois de différence. Et il y a ce qui est intéressant dans les autochromes, les frères Lumière sont arrivés à trouver un système qui quand même capte le jaune et l'aspect doré. Et puis ici, c'est un travail qu'Étienne avait fait pour comprendre la composition de ce tableau, où vous avez une espèce de voie rouge, or et blanche qui à la fois évoque voilà, la mort, le poignard, la richesse avec l'or, le rouge, la mort avec le sang, mais aussi le feu, puisque Sardanapale met le feu à son palais. Et puis, vous voyez, vous avez donc deux zones plus sombres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce tableau qui est très grand, si vous tracez les médianes, vous avez l'impression pratiquement que c'est une combinatoire de 4 tableaux, vous voyez, qui vont construire le sujet. Alors, en peinture, quand on tire un trait, on ne tire pas un trait, on sépare deux espaces. Ça donne une valeur à l'existence. Il y a un trait autour, si on veut bien, mais il n'y a pas de trait autour si on ne veut pas. Par contre, la composition d'une telle ampleur implique d'avoir à gérer une grosse surface. Alors, si on prend par exemple la médiane, il paraît que j'ai pas là en note, mais Delacroix donne un descriptif de son tableau. Et il dit qu'elle a un nom, qu'elle se pend
pour échapper à la mort. Et c'est exactement sur l'axe central. Le personnage qui vous regarde, il vous regarde, mais il vous écoute. L'oreille en cœur. De l'autre côté, il y a le seul personnage de la composition qui vous regarde. Ici, vous avez une nature morte avec d'un côté le carquois qui se déverse et de l'autre côté la lyre qui monte. Si je prends la dimension horizontale, le personnage qui dénonce, qui est le témoin, se trouve sur la médiane, il se porte en avant. De l'autre côté, celui qui veut surtout pas voir, qui veut pas vraiment tuer, il est juste de l'autre côté. Donc, l'étalon, il est tiré, ça s'arrête là. Donc, la femme commence de l'autre côté. C'est tout le noir et le clair, le doré, vont. Donc, une composition, c'est ça, plus avoir revisité toutes les règles de composition et en avoir fait quelque chose complètement innovateur, comme s'il n'avait jamais existé auparavant. Voilà, je crois il est temps de prendre un moment. J'espère que on avait encore d'autres images. Si on a le temps, on vous les montrera tout à l'heure dans un moment. Mais y a-t-il des questions? Un commentaire de Pauline qui est Lou de la Grandière, donc qui est en ligne. Alors, à propos de Sardanapale, difficile de juger les vernis avec des copies qui n'ont pas les mêmes supports, donc pas la même absorption, d'autant plus quand les formats et les parcours historiques sont si différents. Alors, effectivement, puis on se pose aussi la question des photos, comment elles ont été prises, etc. Alors, peut-être quand même sur la notion de support, d'étendue de la toile, d'air de la toile, et puis d'absorption et de choses comme ça. Je pense que en plus, le temps d'exécution du grand tableau, c'est pratiquement 1 an. Et par contre, au moment où il va vendre son tableau et qu'il va faire cette esquisse rapide, il va pas mettre une superposition de couches colorées aussi importante avec un temps de séchage et autres. Il va plutôt, est-ce qu'on peut prendre cette idée, saisir l'aspect visuel final de son tableau, qui a déjà qui a une vingtaine d'années, un peu plus, et dont les couleurs se sont déjà fondues. Et effectivement, il est toujours difficile, quand on fait une comparaison, de comparer des choses qui sont différentes, de les comparer à partir de photos. Il y a toutes ces questions qui se posent à l'heure actuelle sur à partir de quoi est-ce que l'on juge que l'on peut faire une mutation, que l'on peut toucher, que on peut transformer. D'autant qu'il y a peut-être d'autres moyens. Nous, on parle souvent au CFC de dire ce que vous avez fait, Madi, c'est-à-dire de faire une restauration virtuelle, une hypothèse, d'en faire plusieurs, puisque là, ce sont des aspects esthétiques. Les tableaux n'ont pas de problème structurel. Pour entreprendre comme ça. Voilà. Alors, sur la réponse alors, là, c'est un grand tableau avec probablement des grisailles pour ébaucher, repris avec des frottis pour monter, des glacis et des vernis. Là, la chose. Non, voilà. Oui, la copie de la croix. Oui, c'est avant. Alors, là, on est sur le même support, la même peinture, mais pas la même méthode pour monter le tableau. C'est-à-dire que c'est un définitif qu'il copie selon l'idée même mûrie de la composition, donc de ce qu'il a voulu dire. Alors, moi, ça ne me gêne pas trop qu'un tableau change si la logique plastique est la même. C'est-à-dire que, par exemple, Balthazar Castiglione,
on l'a connu doré. Il a été nettoyé. On a vu ses yeux bleus comme on ne les voyait pas. C'est magnifique. Il n'y a pas eu de dégâts sur la couche picturale. Très bien. Mais en fait, on était sur un type de peinture fait sans glacis, avec vernis. C'était pleine pâte, demi-pâte, mais il n'y a pas le principe d'un processus comme Léonard ou comme les Flamands de Van Eyck, etc. C'est-à-dire par couches successives colorées de glacis successifs pour monter jusqu'à l'aspect final avec toujours cette idée, comme notre luthier nous le disait, cette transparence à la chose. Alors là, c'est une pochade faite, entre guillemets, il prend sur sa palette l'aspect. On a le meilleur témoignage que Delacroix avait de son tableau. Là, il est livide. Là, ben non, il est doré. Le cliché a le même principe. Donc 100 ans après, le tableau, il est comme ça.